L'été approche tranquillement, et voilà pour moi bientôt la période de l'année où je passe de nombreuses soirées juchées sur une chaise de tir, attendant la sortie vespérale de quelques brocards ou sangliers. Là-haut, goûtant la tranquillité de nos campagnes, profitant des dernières lueurs du jour et de la fraîcheur crépusculaire qui se lève au moment que le soleil passe la ligne d'horizon, il m'arrive souvent de ressasser d'anciennes histoires de loups. Et, tandis que les bosquets se voilent d'une obscurité sourde et inquiétante, il me souvient que nos bois n'ont pas toujours été ces havres sereins que nous connaissons aujourd'hui. Notre histoire commence au mois de février 1632 dans la forêt de Singlet, située entre Caen et Évreux en Normandie. Les habitants de cette contrée furent à cette époque troublés par la présence d'une créature mystérieuse qui rôdait la nuit dans les bois, attaquant les animaux domestiques et effrayant les villageois. Durant les premières semaines, personne ne s'en inquiéta véritablement. Il arrivait occasionnellement que des loups s'en prissent aux troupeaux. Mais très vite, des rumeurs se répandirent dans la région et les attaques se multiplièrent. La première victime humaine fut un berger, retrouvé mort dans le bois. Son corps avait été lacéré, ses viscères éparpillés et son cœur dévoré. Une terreur gagnait de jour en jour les villageois. Au milieu du mois de mars, la bête avait déjà dévoré 15 personnes, adultes comme enfants. Ceux qui ont évité sa dent rapportent que la forme de cet animal farouche est pareille à celle d'un grand dogue, d'une telle vitesse qu'il est impossible de l'atteindre à la course, et d'une agilité si extraordinaire qu'ils lui ont vu sauter notre rivière en quelque endroit. Aucun l'appelle Terrande. La bête est insaisissable. Les cadavres mutilés et parfois à peine reconnaissables qu'elle laisse derrière elle achèvent de terroriser les habitants. Riverains et gardes forestiers lui ont bien tiré quelques coups d'arquebuse, mais en vain. Trop effrayés pour approcher suffisamment le monstre, ils ont manqué tous leurs coups. L'effroi est tel que les hommes n'osent s'aventurer seuls dans les bois pour traquer la bête. Les villageois du pays décident alors de s'organiser pour essayer d'abattre le monstre. Le 10 mars 1632, les curés des paroisses alentours se sont concertés et firent sonner le tocsin. Une foule de 3000 hommes s'attroupa pour chasser l'animal, à corps et à cris, lançant des chiens à ses trousses. On réitéra la chose le mercredi 17 mars, en rameutant davantage d'hommes, mais malheureusement rien n'y fit. La bête de Singlet était introuvable. Ce qui était jusqu'alors une attaque de loup comme il y en avait eu d'autres, et comme il y en aurait encore bien d'autres par la suite, allait pourtant prendre une ampleur nationale. Une relation datée du 10 mars 1632 paraît le 19 de ce mois dans la Gazette de France, périodique créé un an auparavant par Théophraste Renaudot, dévoilant l'affaire au grand public. C'est d'ailleurs grâce aux articles de la Gazette que l'histoire de la bête de Singlet a pu être en grande partie reconstituée. Cette série d'attaques suscite l'émoi dans le royaume de France, au point même de traverser le Rhin. La même année, une gravure est imprimée en Allemagne sous le titre « Véritable dessin et représentation d'une bête épouvantable et d'un animal sanguinaire, lequel a tué et dévoré beaucoup de gens dans la forêt de Singlet, située non loin à 3000 de Caen dans le royaume de France. » Cette gravure comporte un long texte commentant les meurtres de la bête de Singlet qui ont donné matière à réfléchir à l'auteur de la gravure. Selon ce dernier, l'homme au jardin d'Éden était comme un semi-dieu. C'était comme si la création tout entière était à son service et le tenait pour un roi. Mais après avoir gravement péché contre Dieu et avoir transmis à toute sa postérité la macule du péché originel, il s'est condamné à devenir serviteur de la création. Ce fut alors comme si toute la création s'était retournée contre son ancien maître. L'homme devint la proie des maladies et des grands fauves, devrait désormais arracher à la sueur de son front le fruit de la terre et lutter sans cesse contre les éléments pour assurer sa survie. Feux de forêt, tremblements de terre, pollution de l'air, raz-de-marée et inondations. Selon l'auteur anonyme de la gravure, l'histoire de la bête de Singlet est un chapitre supplémentaire de l'histoire de l'homme depuis son renvoi du jardin d'Éden. Le texte de cette gravure, comme la relation de la Gazette de France, font état de l'impuissance des villageois à mettre la main sur le monstre, malgré les battues qu'on lui a données à travers la forêt de Singlet. Certains s'interrogent donc sur la provenance d'une telle créature. Au rapport de ceux qui l'avaient vu, l'animal ne correspondait à aucun des canons européens.
l'assimilant bien plutôt aux monstres fauves tels que l'Afrique a coutume d'en générer. D'autres encore jugent que ces meurtres furent perpétrés de main d'homme par quelque sorcellerie. En effet, on sait qu'au XVIIe siècle encore, les histoires de lycanthropie sont prises au sérieux. Les attaques semblèrent cesser après le mois de mars 1632, car plus aucune source connue n'en fait état, comme si la bête de Singlet s'était volatilisée. Mais ce n'est pas si sûr. D'Evreux, le 17 août 1633. Une bête furieuse, plus grande qu'un dogue, mais de sa forme, sort de nos forêts il y a 2 mois, et vient dans les villages d'ici autour, souvent jusqu'aux faubourgs de cette ville, dévorer non seulement les enfants, mais jusqu'aux plus forts hommes qu'elle entraîne d'une telle vitesse qu'on n'a pu jusqu'ici rencontrer aucun moyen de l'attraper, se trouvant à dire plus de 50 personnes qu'elle a dévorées de la sorte. Une seule chose lui fait peur, à savoir la splendeur des épées, ce qui oblige un chacun à en porter, et croit-on que c'est la même dont je vous écrivis l'année passée. Ainsi, une autre bête que certains soupçonnent d'être à nouveau la bête de Singlet est réapparue 1 an après les faits dans les alentours d'Évreux, située à un peu plus de 10 km de la forêt de Singlet, faisant au total une 50aine de victimes. L'animal décrit est très similaire. Il s'agit à nouveau d'une créature semblable à un grand dogue dont les attaques se caractérisent par la vitesse, la force et la sauvagerie de l'animal. Mais, comme l'année précédente, le monstre semble s'être à nouveau évaporé dans la nature après l'été. La bête de Singlet fera une ultime apparition aux alentours d'Évreux au mois de mars 1634, soit 2 ans après la première série d'attaques, toujours à la fin de l'hiver et au début du printemps. On apprend dans la Gazette de France qu'elle a fait en 2 mois une 30aine de victimes. La thèse d'une origine démoniaque ou sorcière est évoquée. Cette fois-ci, c'en est trop. Les autorités prennent les choses en main. Pour mettre un terme à ces massacres, Louis II de Champagne, comte de la Suze, et le baron de Bellegarde, bailli d'Évreux, se mirent à la tête d'une immense battue. Le dimanche 21 mai 1634, à Évreux, ils firent armer les habitants émanant de la ville et faubourg de hallebardes, épieux, bâtons à 2 bouts, fourchières et épées, réunissant 5 à 6 000 hommes. Cette petite armée se dirigea vers le bois après avoir entendu la messe qui fut dite à la cathédrale à 6 heures, à l'hôtel de Marie par Jean de la Mare, vicaire général, en intention d'obtenir de la bonté de Dieu la délivrance et capture de cet effroyable animal. Au bout de 3 jours de poursuites acharnées, la bête fut mise à mort d'un coup d'arquebuse. Les mémoires de l'avocat Jacques le Batelier d'Aviron, contemporain des faits et habitant de la ville d'Évreux, indiquent que l'animal avait la forme d'un loup cervier. La bête, à l'origine de plus d'une 100aine de meurtres en 2 ans, avait enfin été abattue.